Je me fais juste. Je me fais juste. Je me fais juste. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue en ce 22 juin 2026 dans cette édition Info Soir. Bonsoir. Vous qui nous suivez en direct de Houston aux USA, good afternoon. Et pour les autres fuseaux horaires tournant dans le sens inverse, carrément bonjour. GBTL News, l'actualité est notre priorité. On ne lâchera pas la paire pour vous satisfaire. L'info capable, votre essuie-glace contre les fake news dans un monde devenu trafiquant dans les données picturales. Ici le son et l'image responsable dans sa mutation sociétale, de haut en bas, du sommet au dirigé. Pour cette édition avant-dernière de juin 2026, spéciale avant l'Ipanda, nous comptons 7 dossiers. Premier dossier, 1. Réaction non inscrite à la marche répétitive de l'opposition congolaise projetée à la date du 8 juillet 2026 qui connaîtra sa chute à la cité de l'Union africaine de Ngaliema. Sababaz, le DPS, réunis dans sa mouvance pensante, ont élaboré un communiqué de presse, une déclaration politique se ralliant au C4 et après analyse des faits consécutifs aux événements du 12 juin 2026, dernièrement en face du palais du peuple qui a vu des débordements et cela avait conduit une désolation exprimée par toute la nation RDC. Vous suivrez le coordonnateur Monsieur Moulumba Mwamba devant la presse locale. C'est avec un ton d'ingrédients d'une mise en garde que la réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. De l'évaluation de la marche de l'opposition traduite par Sababaz et l'annonce de sa marche pour soutenir le changement de la Constitution. UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Structure de la base formelle et informelle, Sababaz. Déclaration politique. Les structures de la base formelle et informelle, Sababaz, se sont réunies ce jeudi pour évaluer la manifestation de l'opposition du 12 juin 2026 qui consistait à organiser un sit-in. Après analyse judicieuse du déroulé ainsi que de faits consécutifs à cette activité, Sababaz fait mention de sa profonde indignation pour des griefs qui incombent aux organisateurs et dont voici un succès relevé. 1. Révélation du financement de la coalition C64 par le Rwanda à travers les autorités de l'AFC M23. 2. Le non-respect par les organisateurs du lieu convenu avec l'autorité provinciale pour les sit-ins. 3. Le recrutement de Koulouna et leur armement en armes blanches, donc 2 machines. 4. La transformation du sit-in en une marche violente. 5. L'intention manifeste d'incendier le palais du peuple, siège du Parlement. Ainsi donc, l'opposition congolaise est regroupée en une coalition appelée C64 et de mèche avec le mouvement AFC M23 et a tenté, à travers une manifestation, de déstabiliser l'institution Parlement de notre pays. Eu égard à ce-ci, Sababaz rappelle à l'opposition congolaise que le droit d'organiser des manifestations est constitutionnel, sous réserve du respect de la loi, c'est-à-dire sans chercher à trouver l'ordre public.
2. Les autorités judiciaires. Sababaz encourage l'initiative prise de mener des enquêtes en vue d'établir des responsabilités de faits répréhensibles enregistrés ce 12 juin 2026. 3. Faisant référence à la Constitution, à son article 64, Sababaz se réserve le droit de protéger la République et ses institutions en faisant échec à toute tentative de renversement des institutions légalement établies. 4. Sababaz lance un avertissement aux leaders de C64 pour la marche prévue le 8 juillet 2026 vers le palais de la Nation, qui est considéré comme symbole du pouvoir de notre pays. 5. Sababaz projette d'organiser une marche de soutien aux institutions de la République ce 8 juillet 2026, dont le palais de la Nation est le point de chute. Et enfin, 6. Sababaz encourage le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'aller de l'avant en ce qui concerne les réformes constitutionnelles et lui demande de promulguer sans délai la loi du référendum déjà votée par le Parlement, afin de permettre au peuple de nous les partager. Combattantes et combattants, prenons bon, mobilisons-nous, restons vigilants et l'UDPS veille. Et l'UDPS veille. Pour Sababaz, Dr Noël Moulomabouama, coordonnateur. C'est tout à fait. Deuxième dossier, toujours relié à cette problématique. Nous allons explorer la problématique du changement de la Constitution. Elle rappelle que la loi référendaire est déjà en deuxième lecture au Sénat depuis le 15 juin 2026. La presse locale et internationale en a déjà fait le point. Récit de Radio France Internationale. Et l'actualité en RDC est aussi politique, avec le Sénat qui planche ce lundi en plénière sur la proposition de loi référendaire. La commission politique, administrative et juridique a adopté dimanche son rapport à l'unanimité après 2 jours de travaux. L'opposition craint que ce texte n'ouvre la voie à un changement de constitution. Ce vote intervient en tout cas 3 jours après la dispersion violente d'une manifestation à Kinshasa, manifestation qui a fait, Patient Ligodi, plusieurs blessés selon les organisations des droits humains. Le président de la commission PAJ, le sénateur Jules Lodi, a déjà transmis ses conclusions au président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, sans en dévoiler le contenu. Dans les heures qui suivent, nous a-t-il dit, vous serez fixés sur la position du Sénat. Si le Sénat adopte le texte conforme à celui voté par l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, la loi est définitivement adoptée. Si les sénateurs y apportent des modifications, une commission paritaire réunissant les 2 chambres devra trouver un consensus. Pour l'opposition, qui avait boycotté le vote à l'Assemblée nationale, ce texte n'est que le premier acte d'un projet visant à maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir au-delà de 2028. Et les contenus du texte lui-même alimentent cette crainte. L'article 42, par exemple, prévoit qu'en cas de dysfonctionnement majeur des institutions, le président de la République peut lancer un processus de changement des règles constitutionnelles soumis ensuite à référendum populaire. La majorité parlementaire défend au contraire un cadre légal pour consulter le peuple sur les grandes questions nationales. Patient Ligodi. Espérons que tout soit harmonisé. Tous, nous nous rappelons qu'à l'époque de Joseph Kabila, la loi sur la modification de la Constitution n'eut même pas passé en deuxième lecture au Sénat à l'époque de Kengo Wandundu. Et quand l'opposition parle du nom du peuple, quel peuple fait-il référence? Troisième dossier, en santé, une tranche éditoriale et sur la communication de l'épidémie à virus Ebola. La rédaction de GBVL TV et toute l'équipe de GBVL News trouve que le ministre Patrick Mouillère ne fait pas un boulot de fond en informant sur la maladie. C'est bien de faire
venir le ministre Samuel Roger Kamba, de former des mobilisateurs, mais encore serait mieux de parler sur l'insuffisance d'une politique sanitaire. Sinon, à chaque vague, on serait toujours émergé dans la planification de riposte de la maladie. Un reportage bien réfléchi de RFI, Radio France Internationale Radio. Après l'annonce du début de l'épidémie, Ebola continue sa progression dans l'est de la RDC, notamment à Mongoualou, la localité où tout a commencé. Ce lundi, 25 patients bénéficient de soins dans le centre de traitement Ebola, la CTE, géré par Médecins Sans Frontières. À Mongoualou, à cause de la peur que suscite le virus, tous les autres centres de santé ont été désertés. Une peur qui risque de fragiliser davantage le système de santé déjà vulnérable. Reportage Coralie Pierret. Là, il n'y a personne. Il n'y a pas de malades. Et c'est comme ça d'habitude ou... Non, d'habitude, c'est pas comme ça. Aimée, l'infirmière du centre de santé Notre-Dame, sort des salles de consultation. Elle se dirige vers l'entrée, là où l'on trie les patients. Ici, tout le monde se lave les mains, puis l'infirmier prend la température. En cas de doute sur la pathologie, la personne est placée en salle d'isolement. Une petite pièce, sans fenêtre, aménagée à la va-vite, avec 2 lits, dont un sans matelas. Avant, on avait reçu un cas, mais il s'est évadé quand on a appelé l'ambulance déjà. Alors, c'est pour cela, comme il était sur ces matelas-là, on a enlevé d'abord les matelas. La population, jusque-là, la population n'a pas bien accueilli les formations. C'est pour cela que, vous voyez, il y a aussi la diminution des fréquentations des malades. Ils ont peur. Pourtant, dans cette localité, le système de santé est déjà fragile. Amadou Issoufou est le coordinateur local d'Action contre la faim. L'ONG appuyait le centre de santé avant le déclenchement de l'épidémie Ebola. On est venu à la base pour des projets de nutrition parce que on a constaté qu'il y a plus de besoins en termes de malnutrition. D'ordinaire, le centre Notre-Dame est aussi très fréquenté pour les accouchements. Mais ce lundi, seules quelques femmes sont venues pour leur suivi de grossesse. L'équipe soignante a constaté 3 morts intra-utérines ce mois-ci, en partie due à une consultation trop tardive. Coralie Pierret, de retour de Mongoualou, RFI. Pour notre retour en République démocratique du Congo, traitons nos informations capitalement. On a remarqué que ceux qui sont à plus de 8000 km connaissent les vrais problèmes que nous, entre guillemets, Colomboka, négligeons. Dans les récentes communications faites par certains membres du gouvernement, on a l'impression qu'on ne prononce pas le lexical problème de politique sanitaire. Les vrais problèmes de terrain sont oubliés. Parle-t-on d'une instruction sanitaire à l'hygiène face à notre nutrition? Pourquoi pas faire intervenir l'OCC, l'Office de contrôle congolais, sur l'eau que nous consommons, de la nourriture consommée? Le fait que nous ne contrôlons pas nos aliments, cela n'amplifie pas nos problèmes sanitaires. Toute cette litanie de questions semblant être occultes dans le briefing rapport sur la maladie. N'oublions pas surtout qu'Ebola reste une forte fièvre. Pourquoi ne pas équiper les hôpitaux de référence des thermomètres? Ne fût-ce que ça. Rien qu'un instrument à mesurer la température ne serait pas trop demandé. Une communication doit permettre de transmettre un langage codifié dans l'évidence naturelle et non placer des barrières. 4e dossier, on parlera de droits de l'homme dans cette émission. En Suisse est célébrée la 62e session sur la situation des droits de l'homme dans le monde.
Rappelant que la République démocratique obtient un triste sort de 18 sur 100 et est classé dans la catégorie faible, non libre, not free. Le rapport souligne notamment les difficultés liées au conflit dans l'est du pays, aux atteintes aux libertés civiles et à la corruption dans un classement pilonné par la Finlande, la Suède, la Norvège et le Danemark qui respectent le droit de l'homme. Volker Turk, haut commissionnaire des droits de l'homme, fait le point au micro de Radio France Internationale. À présent par Genève en Suisse pour l'ouverture de la 62e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Pendant près de 4 semaines, le Conseil doit examiner des rapports concernant la situation des droits humains dans différents pays du monde. Dans son discours d'ouverture, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est notamment dit préoccupé par la situation au Sahel central. Volker Turk a également évoqué la multiplication des attaques de groupes terroristes dans les 3 pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Écoutez. Au Mali, des groupes armés extrémistes ont lancé des attaques coordonnées contre plusieurs villes et localités en avril, faisant de nombreuses victimes parmi la population civile. Je suis préoccupé par les informations selon lesquelles les forces de sécurité auraient procédé à des exécutions extrajudiciaires, enlevé des opposants politiques et détenu des journalistes de renom pour avoir fait leur travail. Au Burkina Faso, des groupes armés extrémistes continuent d'attaquer, d'enlever et de menacer les civils. Je déplore que les autorités aient dissous ou suspendu plus de 930 organisations de la société civile depuis avril. Les attaques par des groupes armés extrémistes au Niger se multiplient et la formation de groupes dits d'autodéfense pèse de graves risques d'exaction et de violences intercommunautaires. Personne n'a été tenu responsable des violations qui auraient été commises par l'armée. Un propos recueilli par Magali Lagrange. Du côté de la République démocratique du Congo, notre roi ne s'y fait pas affaiblir, surtout les atrocités que nous font subir les ennemis de la RDC qui ont opté pour la balkanisation. Regardez en image et écoutez Madame Thérèse Kouaïkamba qui dénonce les exactions, la création d'un tribunal économique pour punir, contrecarrer le suceur envieur de notre minerai. Au-delà de la justice transitionnelle, la RDC s'attaque également aux causes structurelles des violations. La création d'un tribunal pénal économique et financier vise à poursuivre les crimes économiques et la corruption qui privent les populations de leurs droits fondamentaux. S'agissant de l'exploitation de ces ressources naturelles stratégiques, mon gouvernement exige le respect des normes internationales et des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. L'État veille à la responsabilité de l'ensemble des chaînes de valeur. Monsieur le Président, toutefois, ces efforts demeurent gravement entravés par les violations commises dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment dans les zones occupées par l'AFC M23 avec l'appui du Rwanda. Les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, la mission d'établissement des faits et la résolution S-37-1 ont établi la gravité des violations et décidé la création d'une commission d'enquête indépendante. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2773, en a repris les constats et condamné les violations graves, demandant la cessation de tout soutien à l'AFC M23. Dans ces provinces, les violations documentées comprennent des assassinats, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, des déplacements forcés, l'enrôlement d'enfants et le pillage de ressources naturelles. Un rapport consolidé du gouvernement, élaboré avec la participation de la société civile, fait état de plus de 17 000 atteintes graves, dont plus de 15 000 pertes en vie humaine, des centaines d'enlèvements, le viol d'une femme au moins toutes les 4 minutes et près de 8 millions de personnes déplacées.
Pour sa part, le gouvernement de la RDC a pris des mesures pour préserver l'ordre juridique. En novembre 2025, une ordonnance présidentielle a déclaré nuls les actes posés par les forces d'occupation. Les autorités poursuivent également leur effort pour prévenir et sanctionner tout discours de haine. Et des enquêtes judiciaires sont en cours pour ces faits ainsi que pour d'autres infractions liées au conflit dans le respect des garanties procédurales. À cet effet, la République démocratique du Congo coopère avec la commission d'enquête afin que les responsabilités soient établies. La RDC assume pleinement la protection de toutes ces communautés. Les accusations de discours de haine ou d'idéologie génocidaire ne reflètent ni la politique ni les actes de la RDC. La protection alléguée d'une communauté ne peut servir de fondement à une violation grave du droit international ni à une occupation illégale. Les États responsables s'en remettent aux instruments multilatéraux pour faire valoir leurs préoccupations. Ils ne substituent pas la violence au droit. 15 000 meurtres répertoriés dans le rapport. Une femme est violée tous les 4 minutes. Le monde voit et écoute ces cris, ces accusations qui ne reflètent pas la grandeur de la RDC. Nous avons d'autres dossiers non lucidés à cause d'appuis non considérables, mais votre engagement à nous soutenir dans vos prières et financièrement sera le bienvenu. M-Pesa 081 37 77 273 Yannick Mobé, Orange Money 089 72 30 730 Yannick Mobé. Vous avez bel et bien compris, pour aujourd'hui on s'arrête là. À bientôt avec le même plaisir au son triple. Portez-vous bien car chaque instant est une vie qui compte. Ciao. GBFL, on est toujours là, prêt à vous servir. GBFL, on ne vous respecte.